La Chartreuse de Parme par Stendhal, 1838. Livre premier, chapitre premier. Milan, en 1796. Le 15 mai 1796, le général Bonaparte fit son entrée dans Milan à la tête de cette jeune armée qui venait de passer le pont de Lodi, et d'apprendre au monde qu'après tant de siècles, César et Alexandre avaient un successeur. Les miracles de bravoure et de génie dont l'Italie fut témoin en quelques mois réveillèrent un peuple endormi. 8 jours encore avant l'arrivée des Français, les Milanais ne voyaient en eux qu'un ramassis de brigands habitués à fuir toujours devant les troupes de Sa Majesté impériale et royale. C'était du moins ce que leur répétait 3 fois la semaine un petit journal grand comme la main, imprimé sur du papier sale. Au Moyen-Âge, les Lombards républicains avaient fait preuve d'une bravoure égale à celle des Français, et ils méritèrent de voir leur ville entièrement rasée par les empereurs d'Allemagne. Depuis qu'ils étaient devenus de fidèles sujets, leur grande affaire était d'imprimer des sonnets sur de petits mouchoirs de taffetas rose quand arrivait le mariage d'une jeune fille appartenant à quelque famille noble ou riche. 2 ou 3 ans après cette grande époque de sa vie, cette jeune fille prenait un cavalier servant. Quelquefois, le nom du Sigisbée, choisi par la famille du mari, occupait une place honorable dans le contrat de mariage. Il y avait loin de ces mœurs efféminées aux émotions profondes que donna l'arrivée imprévue de l'armée française. Bientôt surgirent des mœurs nouvelles et passionnées. Un peuple tout entier s'aperçut, le 15 mai 1796, que tout ce qu'il avait respecté jusque-là était souverainement ridicule et quelquefois odieux. Le départ du dernier régiment de l'Autriche marqua la chute des idées anciennes. Exposer sa vie devint à la mode. On vit que pour être heureux après des siècles de sensations affadissantes, il fallait aimer la patrie d'un amour réel et chercher les actions héroïques. On était plongé dans une nuit profonde par la continuation du despotisme jaloux de Charles Quint et de Philippe II. On renversa leur statut, et tout à coup, l'on se trouva inondé de lumière. Depuis une 50aine d'années, et à mesure que l'encyclopédie et Voltaire éclataient en France, les moines criaient au bon peuple de Milan qu'apprendre à lire ou quelque chose au monde était une peine fort inutile, et qu'en payant bien exactement la dîme à son curé, et lui racontant fidèlement tous ses petits péchés, on était à peu près sûr d'avoir une belle place au paradis. Pour achever d'énerver ce peuple autrefois si terrible et si raisonneur, l'Autriche lui avait vendu à bon marché le privilège de ne point fournir de recrues à son armée. En 1796, l'armée milanaise se composait de 24 faquins habillés de rouge, lesquels gardaient la ville de concert avec 4 magnifiques régiments de grenadiers hongrois. La liberté des mœurs était extrême, mais la passion fort rare. D'ailleurs, outre le désagrément de devoir tout raconter au curé, sous peine de ruine même en ce monde, le bon peuple de Milan était encore soumis à certaines petites entraves monarchiques qui ne laissaient pas que d'être vexantes. Par exemple, l'archiduc, qui résidait à Milan et gouvernait au nom de l'empereur, son cousin, avait eu l'idée lucrative de faire le commerce des blés. En conséquence, défense aux paysans de vendre leurs grains jusqu'à ce que son Altesse eût rempli ses magasins. En mai 1796, 3 jours après l'entrée des Français, un jeune peintre en miniature, un peu fou, nommé Gros, célèbre depuis et qui était venu avec l'armée, entendant raconter au grand café desservi, à la mode alors, les exploits de l'archiduc, qui de plus était énorme, prit la liste des glaces imprimées en placard sur une feuille de vilain papier jaune. Sur le revers de la feuille, il dessina le gros archiduc. Un soldat français lui donnait un coup de baïonnette dans le ventre et, au lieu de sang, il en sortait une quantité de blé incroyable. La chose nommée plaisanterie ou caricature n'était pas connue en ce pays de despotisme cauteleux. Le dessin laissé par Gros sur la table du café desservi parut un miracle descendu du ciel. Il fut gravé dans la nuit, et le lendemain on en vendit 20 000 exemplaires.
Le même jour, on affichait l'avis d'une contribution de guerre de 6 millions, frappée pour les besoins de l'armée française, laquelle, venant de gagner 6 batailles et de conquérir 20 provinces, manquait seulement de souliers, de pantalons, d'habits et de chapeaux. La masse de bonheur et de plaisir qui fit irruption en Lombardie avec ces Français si pauvres fut telle que les prêtres seuls et quelques nobles s'aperçurent de la lourdeur de cette contribution de 6 millions, qui, bientôt, fut suivie de beaucoup d'autres. Ces soldats français riaient et chantaient toute la journée. Ils avaient moins de 25 ans, et leur général en chef, qui en avait 27, passait pour l'homme le plus âgé de son armée. Cette gaieté, cette jeunesse, cette insouciance répondaient d'une façon plaisante aux prédications furibondes des moines qui, depuis 6 mois, annonçaient du haut de la chaire sacrée que les Français étaient des monstres, obligés, sous peine de mort, à tout brûler et à couper la tête à tout le monde. À cet effet, chaque régiment marchait avec la guillotine en tête. Dans les campagnes, l'on voyait sur la porte des chaumières le soldat français occupé à bercer le petit enfant de la maîtresse du logis, et presque chaque soir, quelques tambours, jouant du violon, improvisaient un bal. Les contredanses se trouvant beaucoup trop savantes et compliquées pour que les soldats, qui d'ailleurs ne les savaient guère, pussent les apprendre aux femmes du pays, c'étaient celles-ci qui montraient aux jeunes Français la montférine, la sauteuse et autres danses italiennes. Les officiers avaient été logés, autant que possible, chez les gens riches. Ils avaient bon besoin de se refaire. Par exemple, un lieutenant nommé Robert eut un billet de logement pour le palais de la marquise del Dongo. Cet officier, jeune réquisitionnaire assez leste, possédait pour tout bien, en entrant dans ce palais, un écu de 6 francs qu'il venait de recevoir à Plaisance. Après le passage du pont de Lodi, il prit à un bel officier autrichien, tué par un boulet, un magnifique pantalon de nankin tout neuf, et jamais vêtement ne vint plus à propos. Ses épaulettes d'officier étaient en laine, et le drap de son habit était cousu à la doublure des manches pour que les morceaux tinssent ensemble. Mais il y avait une circonstance plus triste. Les semelles de ses souliers étaient en morceaux de chapeau également pris sur le champ de bataille, au-delà du pont de Lodi. Ces semelles improvisées tenaient au-dessus des souliers par des ficelles fort visibles, de façon que lorsque le majordome de la maison se présenta dans la chambre du lieutenant Robert pour l'inviter à dîner avec madame la marquise, celui-ci fut plongé dans un mortel embarras. Son voltigeur et lui passèrent les 2 heures qui les séparaient de ce fatal dîner à tâcher de recoudre un peu l'habit et à teindre en noir avec de l'encre les malheureuses ficelles des souliers. Enfin, le moment terrible arriva. « De la vie, je ne fus plus mal à mon aise, » me disait le lieutenant Robert. Ces dames pensaient que j'allais leur faire peur, et moi, j'étais plus tremblant qu'elles. Je regardais mes souliers et ne savais comment marcher avec grâce. La marquise del Dongo, ajoutait-il, était alors dans tout l'éclat de sa beauté. Vous l'avez connue avec ses yeux si beaux et d'une douceur angélique, et ses jolis cheveux d'un blond foncé qui dessinaient si bien l'ovale de cette figure charmante. J'avais dans ma chambre une Hérodiade de Léonard de Vinci qui semblait son portrait. Dieu voulut que je fusse tellement saisi de cette beauté surnaturelle que j'en oubliais mon costume. Depuis 2 ans, je ne voyais que des choses laides et misérables dans les montagnes du pays de Gênes. J'osais lui adresser quelques mots sur mon ravissement. Mais j'avais trop de sens pour m'arrêter longtemps dans le genre complimenteur. Tout en tournant mes phrases, je voyais, dans une salle à manger toute de marbre, 12 laquais et des valets de chambre vêtus avec ce qui me semblait alors le comble de la magnificence. Figurez-vous que ces coquins-là avaient non seulement de bons souliers, mais encore des boucles d'argent. Je voyais du coin de l'œil tous ces regards stupides fixés sur mon habit, et peut-être aussi sur mes souliers, ce qui me perçait le cœur. J'aurais pu d'un mot faire peur à tous ces gens, mais comment les mettre à leur place sans courir le risque d'effaroucher les dames?
car la marquise, pour se donner un peu de courage, comme elle me l'a dit 100 fois depuis, avait envoyé prendre au couvent où elle était pensionnaire en ce temps-là, Gina del Dongo, sœur de son mari, qui fut depuis cette charmante comtesse Pietranera. Personne dans la prospérité ne la surpassa par la gaieté et l'esprit aimable, comme personne ne la surpassa par le courage et la sérénité d'âme dans la fortune contraire. Gina, qui pouvait avoir alors 13 ans, mais qui en paraissait 18, vive et franche, comme vous savez, avait tant de peur d'éclater de rire en présence de mon costume qu'elle n'osait pas manger. La marquise, au contraire, m'accablait de politesse contrainte. Elle voyait fort bien dans mes yeux des mouvements d'impatience. En un mot, je faisais une sotte figure. Je mâchais le mépris, chose qu'on dit impossible à un Français. Enfin, une idée descendue du ciel vint m'illuminer. Je me mis à raconter à ces dames ma misère et ce que nous avions souffert depuis 2 ans dans les montagnes du pays de Gênes où nous retenaient de vieux généraux imbéciles. Là, disais-je, on nous donnait des assignats qui n'avaient pas cours dans le pays, et 3 onces de pain par jour. Je n'avais pas parlé 2 minutes que la bonne marquise avait les larmes aux yeux, et la Gina était devenue sérieuse. « Quoi, monsieur le lieutenant ?» me disait celle-ci. 3 onces de pain. Oui, mademoiselle, mais en revanche la distribution manquait 3 fois la semaine, et comme les paysans chez lesquels nous logions étaient encore plus misérables que nous leur donnions un peu de notre pain. En sortant de table, j'offris mon bras à la marquise jusqu'à la porte du salon, puis, revenant rapidement sur mes pas, je donnai au domestique qui m'avait servi à table cet unique écu de 6 francs sur l'emploi duquel j'avais fait tant de châteaux en Espagne. 8 jours après, continuait Robert, quand il fut bien avéré que les Français ne guillotinaient personne, le marquis del Dongo revint de son château de Grianta sur le lac de Caume, où bravement il s'était réfugié à l'approche de l'armée, abandonnant au hasard de la guerre sa jeune femme si belle et sa sœur. La haine que ce marquis avait pour nous était égale à sa peur, c'est-à-dire incommensurable. Sa grosse figure pâle et dévote était amusante à voir quand il me faisait des politesses. Le lendemain de son retour à Milan, je reçus 3 aunes de drap et 200 francs sur la contribution des 6 millions. Je me remplumai et devins le chevalier de ces dames, car les bals commencèrent. L'histoire du lieutenant Robert fut à peu près celle de tous les Français. Au lieu de se moquer de la misère de ces braves soldats, on en eut pitié et on les aima. Cette époque de bonheur imprévu et d'ivresse ne dura que 2 petites années. La folie avait été si excessive et si générale qu'il me serait impossible d'en donner une idée, si ce n'est par cette réflexion historique et profonde. Ce peuple s'ennuyait depuis 100 ans. La volupté naturelle aux pays méridionaux avait régné jadis à la cour des Visconti et des Sforza, ces fameux ducs de Milan. Mais depuis l'an 1635, que les Espagnols s'étaient emparés du Milanais et emparés en maîtres taciturnes, soupçonneux, orgueilleux et craignant toujours la révolte, la gaieté s'était enfuie. Les peuples, prenant les mœurs de leurs maîtres, songeaient plutôt à se venger de la moindre insulte par un coup de poignard qu'à jouir du moment présent. La joie folle, la gaieté, la volupté, l'oubli de tous les sentiments tristes, ou seulement raisonnables, furent poussés à un tel point, depuis le 15 mai 1796 que les Français entrèrent à Milan, jusqu'en avril 1799 qu'ils en furent chassés à la suite de la bataille de Cassano, que l'on a pu citer de vieux marchands millionnaires, de vieux usuriers, de vieux notaires qui, pendant cet intervalle, avaient oublié d'être moroses et de gagner de l'argent. Tout au plus eût-il été possible de compter quelques familles appartenant à la haute noblesse qui s'étaient retirées dans leur palais à la campagne, comme pour bouder contre l'allégresse générale et l'épanouissement de tous les cœurs. Il est véritable aussi que ces familles nobles et riches avaient été distinguées d'une manière fâcheuse dans la répartition des contributions de guerre demandées pour l'armée française.
Le marquis del Dongo, contrarié de voir tant de gaieté, avait été un des premiers à regagner son magnifique château de Grianta, au-delà de Côme, où les dames menèrent le lieutenant Robert. Ce château, situé dans une position peut-être unique au monde, sur un plateau de 150 pieds au-dessus de ce lac sublime dont il domine une grande partie, avait été une place forte. La famille del Dongo le fit construire au XVe siècle, comme le témoignaient de toutes parts les marbres chargés de ses armes. On y voyait encore des ponts-levis et des fossés profonds, à la vérité privés d'eau. Mais avec ses murs de 80 pieds de haut et de 6 pieds d'épaisseur, ce château était à l'abri d'un coup de main. Et c'est pour cela qu'il était cher au soupçonneux marquis. Entouré de 25 ou 30 domestiques qu'il supposait dévoués, apparemment parce qu'il ne leur parlait jamais que l'injure à la bouche, il était moins tourmenté par la peur qu'à Milan. Cette peur n'était pas tout à fait gratuite. Il correspondait fort activement avec un espion placé par l'Autriche sur la frontière suisse à 3 lieues de Grianta pour faire évader les prisonniers faits sur le champ de bataille, ce qui aurait pu être pris au sérieux par les généraux français. Le marquis avait laissé sa jeune femme à Milan. Elle y dirigeait les affaires de la famille. Elle était chargée de faire face aux contributions imposées à la Casa del Dongo, comme on dit dans le pays. Elle cherchait à les faire diminuer, ce qui l'obligeait à voir ceux des nobles qui avaient accepté des fonctions publiques et même quelques non-nobles fort influents. Il survint un grand événement dans cette famille. Le marquis avait arrangé le mariage de sa jeune sœur Gina avec un personnage fort riche et de la plus haute naissance. Mais il portait de la poudre. À ce titre, Gina le recevait avec des éclats de rire. Et bientôt, elle fit la folie d'épouser le comte Pietranera. C'était à la vérité un fort bon gentilhomme, très bien fait de sa personne, mais ruiné de père en fils. Et, pour comble de disgrâce, partisan fougueux des idées nouvelles. Pietranera était sous-lieutenant dans la Légion italienne, surcroît de désespoir pour le marquis. Après ces 2 années de folie et de bonheur, le directoire de Paris, se donnant des airs de souverain bien établi, montra une haine mortelle pour tout ce qui n'était pas médiocre. Les généraux ineptes qu'il donna à l'armée d'Italie perdirent une suite de batailles dans ces mêmes plaines de Vérone, témoins 2 ans auparavant des prodiges d'Arcole et de Lonato. Les Autrichiens se rapprochèrent de Milan. Le lieutenant Robert, devenu chef de bataillon et blessé à la bataille de Cassano, vint loger pour la dernière fois chez son amie la marquise del Dongo. Les adieux furent tristes. Robert partit avec le comte Pietranera, qui suivait les Français dans leur retraite sur Novi. La jeune comtesse, à laquelle son frère refusa de payer sa légitime, suivit l'armée montée sur une charrette. Alors commença cette époque de réaction et de retour aux idées anciennes, que les Milanais appellent i 13 mesi, les 13 mois. Parce qu'en effet, leur bonheur voulut que ce retour à la sottise ne durât que 13 mois, jusqu'à Marengo. Tout ce qui était vieux, dévot, morose, reparut à la tête des affaires et reprit la direction de la société. Bientôt, les gens restés fidèles aux bonnes doctrines publièrent dans les villages que Napoléon avait été pendu par les Mamelouks en Égypte, comme il le méritait à tant de titres. Parmi ces hommes, qui étaient allés bouder dans leurs terres et qui revenaient altérés de vengeance, le marquis del Dongo se distinguait par sa fureur. Son exagération le porta naturellement à la tête du parti. Ces messieurs, fort honnêtes gens quand ils n'avaient pas peur, mais qui tremblaient toujours, parvinrent à circonvenir le général autrichien. Assez bonhomme, il se laissa persuader que la sévérité était de la haute politique et fit arrêter 150 patriotes. Si c'était bien alors ce qu'il y avait de mieux en Italie. Bientôt, on les déporta aux Bouches de Cattaro,
et jetés dans des grottes souterraines, l'humidité et surtout le manque de pain firent bonne et prompte justice de tous ces coquins. Le marquis d'El Dongo eut une grande place, et, comme il joignait une avarice sordide à une foule d'autres belles qualités, il se vanta publiquement de ne pas envoyer un écu à sa sœur, la comtesse Pietranera. Toujours folle d'amour, elle ne voulait pas quitter son mari, et mourait de faim en France avec lui. La bonne marquise était désespérée. Enfin, elle réussit à dérober quelques petits diamants dans son écrin, que son mari lui reprenait tous les soirs pour l'enfermer sous son lit dans une caisse de fer. La marquise avait apporté 800 000 francs de dot à son mari et recevait 80 francs par mois pour ses dépenses personnelles. Pendant les 13 mois que les Français passèrent hors de Milan, cette femme si timide trouva des prétextes et ne quitta pas le noir. Nous avouerons que, suivant l'exemple de beaucoup de graves auteurs, nous avons commencé l'histoire de notre héros une année avant sa naissance. Ce personnage essentiel n'est autre, en effet, que Fabrice Valsera, Marchesino del Dongo, comme on dit à Milan. Et il venait justement de se donner la peine de naître lorsque les Français furent chassés, et se trouvait, par le hasard de la naissance, le second fils de ce marquis d'El Dongo, si grand seigneur, et dont vous connaissez déjà le gros visage blême, le sourire faux et la haine sans borne pour les idées nouvelles. Toute la fortune de la maison était substituée au fils aîné, Ascanio d'El Dongo, le digne portrait de son père. Il avait 8 ans et Fabrice 2, lorsque tout à coup ce général Bonaparte, que tous les gens bien nés croyaient pendu depuis longtemps, descendit du mont Saint-Bernard. Il entra dans Milan. Ce moment est encore unique dans l'histoire. Figurez-vous tout un peuple amoureux fou. Peu de jours après, Napoléon gagna la bataille de Marengo. Le reste est inutile à dire. L'ivresse des Milanais fut au comble, mais cette fois, elle était mélangée d'idées de vengeance. On avait appris la haine à ce bon peuple. Bientôt, l'on vit arriver ce qui restait des patriotes déportés aux bouches de Cattaro. Leur retour fut célébré par une fête nationale. Leurs figures pâles, leurs grands yeux étonnés, leurs membres amaigris, faisaient un étrange contraste avec la joie qui éclatait de toutes parts. Leur arrivée fut le signal du départ pour les familles les plus compromises. Le marquis d'El Dongo fut des premiers à s'enfuir à son château de Grianta. Les chefs des grandes familles étaient remplis de haine et de peur. Mais leurs femmes, leurs filles, se rappelaient les joies du premier séjour des Français et regrettaient Milan et les bals si gais qui, aussitôt après Marengo, s'organisèrent à la Casa Tanzi. Peu de jours après la victoire, le général français, chargé de maintenir la tranquillité dans la Lombardie, s'aperçut que tous les fermiers des nobles, que toutes les vieilles femmes de la campagne, bien loin de songer encore à cette étonnante victoire de Marengo, qui avait changé les destinées de l'Italie et reconquis 13 places fortes en un jour, n'avaient l'âme occupée que d'une prophétie de saint Giovita, le premier patron de Brescia. Suivant cette parole sacrée, les prospérités des Français et de Napoléon devaient cesser 13 semaines juste après Marengo. Ce qui excuse un peu le marquis d'El Dongo et tous les nobles boudeurs des campagnes, c'est que, réellement et sans comédie, ils croyaient à la prophétie. Tous ces gens-là n'avaient pas lu 4 volumes en leur vie. Ils faisaient ouvertement leurs préparatifs pour entrer à Milan au bout des 13 semaines, mais le temps, en s'écoulant, marquait de nouveaux succès pour la cause de la France. De retour à Paris, Napoléon, par de sages décrets, sauvait la Révolution à l'intérieur, comme il l'avait sauvée à Marengo contre les étrangers. Alors, les nobles lombards, réfugiés dans leur château, découvrirent que d'abord ils avaient mal compris la prédiction du saint patron de Brescia. Il ne s'agissait pas de 13 semaines, mais bien de 13 mois. Les 13 mois s'écoulèrent, et la prospérité de la France semblait s'augmenter tous les jours. Nous glissons sur 10 années de progrès et de bonheur, de 1800 à 1810.
Fabrice passa les premières au château de Grianta, donnant et recevant force coups de poing au milieu des petits paysans du village, et n'apprenant rien, pas même à lire. Plus tard, on l'envoya au collège des Jésuites à Milan. Le marquis son père exigea qu'on lui montrât le latin, non point d'après ces vieux auteurs qui parlent toujours des républiques, mais sur un magnifique volume orné de plus de 100 gravures, chefs-d'œuvre des artistes du XVIIe siècle. C'était la généalogie latine des Valserra, marquis del Dongo, publiée en 1650 par Fabrice del Dongo, archevêque de Parme. La fortune des Valserra étant surtout militaire, les gravures représentaient force bataille, et toujours on voyait quelques héros de ce nom donnant de grands coups d'épée. Ce livre plaisait fort au jeune Fabrice. Sa mère, qui l'adorait, obtenait de temps en temps la permission de venir le voir à Milan. Mais son mari, ne lui offrant jamais d'argent pour ses voyages, c'était sa belle-sœur, l'aimable comtesse Pietranera, qui lui en prêtait. Après le retour des Français, la comtesse était devenue l'une des femmes les plus brillantes de la cour du prince Eugène, vice-roi d'Italie. Lorsque Fabrice eut fait sa première communion, elle obtint du marquis, toujours exilé volontaire, la permission de le faire sortir quelquefois de son collège. Elle le trouva singulier, spirituel, fort sérieux, mais joli garçon, et ne déparant point trop le salon d'une femme à la mode. Du reste, ignorant à plaisir et sachant à peine écrire. La comtesse, qui portait en toute chose son caractère enthousiaste, promit sa protection au chef de l'établissement si son neveu Fabrice faisait des progrès étonnants et, à la fin de l'année, avait beaucoup de prix. Pour lui donner les moyens de les mériter, elle l'envoyait chercher tous les samedis soirs et souvent ne le rendait à ses maîtres que le mercredi ou le jeudi. Les jésuites, quoique tendrement chéris par le prince vice-roi, étaient repoussés d'Italie par les lois du royaume, et le supérieur du collège, homme habile, sentit tout le parti qu'il pourrait tirer de ses relations avec une femme toute puissante à la cour. Il n'eut garde de se plaindre des absences de Fabrice, qui, plus ignorant que jamais, à la fin de l'année, obtint 5 premiers prix. À cette condition, la brillante comtesse Pietranera, suivie de son mari, général commandant une des divisions de la garde, et de 5 ou 6 des plus grands personnages de la cour du vice-roi, vint assister à la distribution des prix chez les jésuites. Le supérieur fut complimenté par ses chefs. La comtesse conduisait son neveu à toutes ces fêtes brillantes qui marquèrent le règne trop court de l'aimable prince Eugène. Elle l'avait créé de son autorité officier de hussards et Fabrice, âgé de 12 ans, portait cet uniforme. Un jour, la comtesse, enchantée de sa jolie tournure, demanda pour lui au prince une place de page, ce qui voulait dire que la famille del Dongo se ralliait. Le lendemain, elle eut besoin de tout son crédit pour obtenir que le vice-roi voulût bien ne pas se souvenir de cette demande, à laquelle rien ne manquait que le consentement du père du futur page, et ce consentement eût été refusé avec éclat. À la suite de cette folie, qui fit frémir le marquis Boudeur, il trouva un prétexte pour rappeler à Grianta le jeune Fabrice. La comtesse méprisait souverainement son frère. Elle le regardait comme un sot triste et qui serait méchant si jamais il en avait le pouvoir. Mais elle était folle de Fabrice, et, après 10 ans de silence, elle écrivit au marquis pour réclamer son neveu. Sa lettre fut laissée sans réponse. À son retour dans ce palais formidable, bâti par le plus belliqueux de ses ancêtres, Fabrice ne savait rien au monde que faire l'exercice et monter à cheval. Souvent, le comte Pietranera, aussi fou de cet enfant que sa femme, le faisait monter à cheval et le menait avec lui à la parade. En arrivant au château de Grianta, Fabrice, les yeux encore bien rouges des larmes répandues en quittant les beaux salons de sa tante, ne trouva que les caresses passionnées de sa mère et de ses sœurs. Le marquis était enfermé dans son cabinet avec son fils aîné, le marchezzino Ascanio. Ils y fabriquaient des lettres chiffrées qui avaient l'honneur d'être envoyées à Vienne.
Le père et le fils ne paraissaient qu'aux heures des repas. Le marquis répétait avec affectation qu'il apprenait à son successeur naturel à tenir, en partie double, le compte des produits de chacune de ses terres. Dans le fait, le marquis était trop jaloux de son pouvoir pour parler de ces choses-là à un fils, héritier nécessaire de toutes ces terres substituées. Il l'employait à chiffrer des dépêches de 15 ou 20 pages que 2 ou 3 fois la semaine il faisait passer en Suisse, d'où on les acheminait à Vienne. Le marquis prétendait faire connaître à ses souverains légitimes l'état intérieur du royaume d'Italie qu'il ne connaissait pas lui-même, et toutefois ses lettres avaient beaucoup de succès. Voici comment. Le marquis faisait compter sur la grande route, par quelque agent sûr, le nombre des soldats de tel régiment français ou italien qui changeait de garnison, et, en rendant compte du fait à la cour de Vienne, il avait soin de diminuer d'un grand quart le nombre des soldats présents. Ces lettres, d'ailleurs ridicules, avaient le mérite d'en démentir d'autres plus véridiques, et elles plaisaient. Aussi, peu de temps avant l'arrivée de Fabrice au château, le marquis avait-il reçu la plaque d'un ordre renommé. C'était le 5e qui ornait son habit de chambellan. À la vérité, il avait le chagrin de ne pas oser arborer cet habit hors de son cabinet, mais il ne se permettait jamais de dicter une dépêche sans avoir revêtu le costume brodé, garni de tous ses ordres. Il eût cru manquer de respect d'en agir autrement. La marquise fut émerveillée des grâces de son fils, mais elle avait conservé l'habitude d'écrire 2 ou 3 fois par an au général comte d'A. C'était le nom actuel du lieutenant Robert. La marquise avait horreur de mentir aux gens qu'elle aimait. Elle interrogea son fils et fut épouvantée de son ignorance. « S'il me semble peu instruit, se disait-elle, à moi qui ne sais rien, Robert, qui est si savant, trouverait son éducation absolument manquée. Or, maintenant, il faut du mérite. » Une autre particularité qui l'étonna presque autant, c'est que Fabrice avait pris au sérieux toutes les choses religieuses qu'on lui avait enseignées chez les jésuites. Quoique fort pieuse elle-même, le fanatisme de cet enfant la fit frémir. Si le marquis a l'esprit de deviner ce moyen d'influence, il va m'enlever l'amour de mon fils. Elle pleura beaucoup, et sa passion pour Fabrice s'en augmenta. La vie de ce château, peuplé de 30 ou 40 domestiques, était fort triste. Aussi Fabrice passait-il toutes ses journées à la chasse ou à courir le lac sur une barque. Bientôt, il fut étroitement lié avec les cochers et les hommes des écuries. Tous étaient partisans fous des Français et se moquaient ouvertement des valets de chambre dévots attachés à la personne du marquis ou à celle de son fils aîné. Le grand sujet de plaisanterie contre ces personnages graves, c'est qu'ils portaient de la poudre à l'instar de leur maître. Chapitre 2. Alors que Vespère vint embrunir nos yeux, tout est pris d'avenir, je contemple les cieux, en qui Dieu nous écrit par notes non obscures les sorts et les destins de toute créature. Car lui, du fond des cieux, regardant un humain, parfois mu de pitié, lui montre le chemin. Par les astres du ciel qui sont ses caractères, les choses nous prédit, et bonnes et contraires. Mais les hommes, chargés de terre et de trépas, méprisent tel écrit, et ne le lisent pas. Ronsard. Le marquis professait une haine vigoureuse pour les Lumières. « Ce sont les idées, disait-il, qui ont perdu l'Italie. » Il ne savait trop comment concilier cette sainte horreur de l'instruction avec le désir de voir son fils Fabrice perfectionner l'éducation si brillamment commencée chez les jésuites. Pour courir le moins de risques possible, il chargea le bon abbé Blanes, curé de Grianta, de faire continuer à Fabrice ses études en latin. Il eût fallu que le curé lui-même sût cette langue. Or, elle était l'objet de ses mépris. Ses connaissances en ce genre se bornaient à réciter, par cœur, les prières de son missel, dont il pouvait rendre à peu près le sens à ses ouailles.
Mais ce curé n'en était pas moins fort respecté, et même redouté dans le canton. Il avait toujours dit que ce n'était point en 13 semaines, ni même en 13 mois, que l'on verrait s'accomplir la célèbre prophétie de saint Giovita, le patron de Brescia. Il ajoutait, quand il parlait à des amis sûrs, que ce nombre 13 devait être interprété d'une façon qui étonnerait bien du monde, s'il était permis de tout dire. 1813. Le fait est que l'abbé Blanes, personnage d'une honnêteté et d'une vertu primitive, et de plus homme d'esprit, passait toutes les nuits au haut de son clocher. Il était fou d'astrologie. Après avoir usé ses journées à calculer des conjonctions et des positions d'étoiles, il employait la meilleure part de ses nuits à les suivre dans le ciel. Par suite de sa pauvreté, il n'avait d'autre instrument qu'une longue lunette à tuyaux de carton. On peut juger du mépris qu'avait pour l'étude des langues un homme qui passait sa vie à découvrir l'époque précise de la chute des empires et des révolutions qui changent la face du monde. « Que sais-je de plus sur un cheval ?» disait-il à Fabrice, « depuis qu'on m'a appris qu'en latin, il s'appelait Écus. » Les paysans redoutaient l'abbé Blanes comme un grand magicien. Pour lui, à l'aide de la peur qu'inspiraient ses stations dans le clocher, il les empêchait de voler. Ses confrères les curés des environs, fort jaloux de son influence, le détestaient. Le marquis d'El Dongo le méprisait tout simplement parce qu'il raisonnait trop pour un homme de si bas étage. Fabrice l'adorait. Pour lui plaire, il passait quelquefois des soirées entières à faire des additions ou des multiplications énormes. Puis il montait au clocher. C'était une grande faveur et que l'abbé Blanes n'avait jamais accordée à personne. Mais il aimait cet enfant pour sa naïveté. « Si tu ne deviens pas hypocrite, lui disait-il, peut-être tu seras un homme. » 2 ou 3 fois par an, Fabrice, intrépide et passionné dans ses plaisirs, était sur le point de se noyer dans le lac. Il était le chef de toutes les grandes expéditions des petits paysans de Grianta et de la Cadenabia. Ses enfants s'étaient procuré quelques petites clés, et quand la nuit était bien noire, ils essayaient d'ouvrir les cadenas de ces chaînes qui attachent les bateaux à quelques grosses pierres ou à quelque arbre voisin du rivage. Il faut savoir que sur le lac de Caume, l'industrie des pêcheurs place des lignes dormantes à une grande distance des bords. L'extrémité supérieure de la corde est attachée à une planchette doublée de liège, et une branche de coudrier très flexible, fichée sur cette planchette, soutient une petite sonnette qui tinte lorsque le poisson, pris à la ligne, donne des secousses à la corde. Le grand objet de ces expéditions nocturnes, que Fabrice commandait en chef, était d'aller visiter les lignes dormantes, avant que les pêcheurs eussent entendu l'avertissement donné par les petites clochettes. On choisissait les temps d'orage, et, pour ces parties hasardeuses, on s'embarquait le matin, 1 heure avant l'aube. En montant dans la barque, ces enfants croyaient se précipiter dans les plus grands dangers. C'était là le beau côté de leur action. Et, suivant l'exemple de leur père, ils récitaient dévotement un Ave Maria. Or, il arrivait souvent qu'au moment du départ, et à l'instant qui suivait l'Ave Maria, Fabrice était frappé d'un présage. C'était là le fruit qu'il avait retiré des études astrologiques de son ami l'abbé Blanes, aux prédictions duquel il ne croyait point. Suivant sa jeune imagination, ce présage lui annonçait avec certitude le bon ou le mauvais succès. Et, comme il avait plus de résolution qu'aucun de ses camarades, peu à peu, toute la troupe prit tellement l'habitude des présages que si, au moment de s'embarquer, on apercevait sur la côte un prêtre, ou si l'on voyait un corbeau s'envoler à main gauche, on se hâtait de remettre le cadenas à la chaîne du bateau, et chacun allait se recoucher. Ainsi, l'abbé Blanes n'avait pas communiqué sa science assez difficile à Fabrice, mais à son insu, il lui avait inoculé une confiance illimitée dans les signes qui peuvent prédire l'avenir. Le marquis sentait qu'un accident arrivé à sa correspondance chiffrée pouvait le mettre à la merci de sa sœur.
Aussi, tous les ans, à l'époque de la Sant'Angela, fête de la comtesse Pietranera, Fabrice obtenait la permission d'aller passer 8 jours à Milan. Il vivait toute l'année dans l'espérance ou le regret de ces 8 jours. En cette grande occasion, pour accomplir ce voyage politique, le marquis remettait à son fils 4 écus et, suivant l'usage, ne donnait rien à sa femme, qui le menait. Mais un des cuisiniers, 6 laquais et un cocher avec 2 chevaux partaient pour Côme la veille du voyage, et chaque jour à Milan, la marquise trouvait une voiture à ses ordres et un dîner de 12 couverts. Le genre de vie boudeur que menait le marquis del Dongo était assurément fort peu divertissant, mais il avait cet avantage qu'il enrichissait à jamais les familles qui avaient la bonté de s'y livrer. Le marquis, qui avait plus de 200 000 livres de rente, n'en dépensait pas le quart. Il vivait d'espérance. Pendant les 13 années de 1800 à 1813, il crut constamment et fermement que Napoléon serait renversé avant 6 mois. Qu'on juge de son ravissement quand, au commencement de 1813, il apprit les désastres de la Bérésina. La prise de Paris et la chute de Napoléon faillirent lui faire perdre la tête. Il se permit alors les propos les plus outrageants envers sa femme et sa sœur. Enfin, après 14 années d'attente, il eut cette joie inexprimable de voir les troupes autrichiennes rentrer dans Milan. D'après les ordres venus de Vienne, le général autrichien reçut le marquis del Dongo avec une considération voisine du respect. On se hâta de lui offrir une des premières places dans le gouvernement, et il l'accepta comme le paiement d'une dette. Son fils aîné eut une lieutenance dans l'un des plus beaux régiments de la monarchie. Mais le second ne voulut jamais accepter une place de cadet qui lui était offerte. Ce triomphe, dont le marquis jouissait avec une insolence rare, ne dura que quelques mois, et fut suivi d'un revers humiliant. Jamais il n'avait eu le talent des affaires, et 14 années passées à la campagne, entre ses valets, son notaire et son médecin, jointe à la mauvaise humeur de la vieillesse qui était survenue, en avait fait un homme tout à fait incapable. Or, il n'est pas possible, en pays autrichien, de conserver une place importante sans avoir le genre de talent que réclame l'administration lente et compliquée, mais fort raisonnable, de cette vieille monarchie. Les bévues du marquis del Dongo scandalisaient les employés et même arrêtaient la marche des affaires. Ses propos ultra-monarchiques irritaient les populations qu'on voulait plonger dans le sommeil et l'incurie. Un beau jour, il apprit que Sa Majesté avait daigné accepter gracieusement la démission qu'il donnait de son emploi dans l'administration, et en même temps lui conférait la place de second grand majordome-major du royaume lombardo-vénitien. Le marquis fut indigné de l'injustice atroce dont il était victime. Il fit imprimer une lettre à un ami, lui qui exécrait tellement la liberté de la presse. Enfin, il écrivit à l'empereur que ses ministres le trahissaient et n'étaient que des jacobins. Ces choses faites, il revint tristement à son château de Grianta. Il eut une consolation. Après la chute de Napoléon, certains personnages puissants à Milan firent assommer dans les rues le comte Prina, ancien ministre du roi d'Italie et homme du premier mérite. Le comte Pietranera exposa sa vie pour sauver celle du ministre, qui fut tué à coups de parapluie et dont le supplice dura 5 heures. Un prêtre, confesseur du marquis del Dongo, eût pu sauver Prina en lui ouvrant la grille de l'église de San Giovanni, devant laquelle on traînait le malheureux ministre, qui même un instant fut abandonné dans le ruisseau au milieu de la rue. Mais il refusa d'ouvrir sa grille avec dérision, et, 6 mois après, le marquis eut le bonheur de lui faire obtenir un bel avancement. Il exécrait le comte Pietranera, son beau-frère, lequel, n'ayant pas 50 louis de rente, osait être assez content, s'avisait de se montrer fidèle à ce qu'il avait aimé toute sa vie et avait l'insolence de prôner cet esprit de justice sans acceptation de personne que le marquis appelait
un jacobinisme infâme. Le comte avait refusé de prendre du service en Autriche. On fit valoir ce refus, et, quelques mois après la mort de Prina, les mêmes personnages qui avaient payé les assassins obtinrent que le général Pietranera serait jeté en prison. Sur quoi la comtesse, sa femme, prit un passeport et demanda des chevaux de poste pour aller à Vienne, dire la vérité à l'empereur. Les assassins de Prina eurent peur, et l'un d'eux, cousin de madame Pietranera, vint lui apporter à minuit, 1 heure avant son départ pour Vienne, l'ordre de mettre en liberté son mari. Le lendemain, le général autrichien fit appeler le comte Pietranera, le reçut avec toute la distinction possible et l'assura que sa pension de retraite ne tarderait pas à être liquidée sur le pied le plus avantageux. Le brave général Boubna, homme d'esprit et de cœur, avait l'air tout honteux de l'assassinat de Prina et de la prison du comte. Après cette bourrasque conjurée par le caractère ferme de la comtesse, les 2 époux vécurent, tant bien que mal, avec la pension de retraite, qui, grâce à la recommandation du général Boubna, ne se fit pas attendre. Par bonheur, il se trouva que, depuis 5 ou 6 ans, la comtesse avait beaucoup d'amitié pour un jeune homme fort riche, lequel était aussi ami intime du comte, et ne manquait pas de mettre à leur disposition le plus bel attelage de chevaux anglais qui fut alors à Milan, sa loge au théâtre de la Scala et son château à la campagne. Mais le comte avait la conscience de sa bravoure, son âme était généreuse, il s'emportait facilement, et alors se permettait d'étranges propos. Un jour qu'il était à la chasse avec des jeunes gens, l'un d'eux, qui avait servi sous d'autres drapeaux que lui, se mit à faire des plaisanteries sur la bravoure des soldats de la République cisalpine. Le comte lui donna un soufflet, l'on se battit aussitôt, et le comte, qui était seul de son bord, au milieu de tous ces jeunes gens, fut tué. On parla beaucoup de cette espèce de duel, et les personnes qui s'y étaient trouvées prirent le parti d'aller voyager en Suisse. Ce courage ridicule, qu'on appelle résignation, le courage d'un sot qui se laisse prendre sans mot dire, n'était point à l'usage de la comtesse. Furieuse de la mort de son mari, elle aurait voulu que Limercati, ce jeune homme riche, son ami intime, prît aussi la fantaisie de voyager en Suisse et de donner un coup de carabine ou un soufflet au meurtrier du comte Pietranera. Limercati trouva ce projet d'un ridicule achevé, et la comtesse s'aperçut que chez elle, le mépris avait tué l'amour. Elle redoubla d'attention pour Limercati. Elle voulait réveiller son amour, et ensuite le planter là et le mettre au désespoir. Pour rendre ce plan de vengeance intelligible en France, je dirais qu'à Milan, pays fort éloigné du nôtre, on est encore au désespoir par amour. La comtesse, qui dans ses habits de deuil éclipsait de bien loin toutes ses rivales, fit des coquetteries aux jeunes gens qui tenaient le haut du pavé, et l'un d'eux, le comte N, qui, de tout temps, avait dit qu'il trouvait le mérite de Limercati un peu lourd, un peu empesé pour une femme d'autant d'esprit, devint amoureux fou de la comtesse. Elle écrivit à Limercati. « Voulez-vous agir une fois en homme d'esprit ? Figurez-vous que vous ne m'avez jamais connu. Je suis, avec un peu de mépris peut-être, votre très humble servante, Gina Pietranera. » À la lecture de ce billet, Limercati partit pour un de ses châteaux. Son amour s'exalta, il devint fou, et parla de se brûler la cervelle, chose inusitée dans les pays à enfer. Dès le lendemain de son arrivée à la campagne, il avait écrit à la comtesse pour lui offrir sa main et ses 200 000 livres de rente. Elle lui renvoya sa lettre, non décachetée, par le groom du comte N. Sur quoi Limercati a passé 3 ans dans ces terres, revenant tous les 2 mois à Milan, mais sans avoir jamais le courage d'y rester, et ennuyant tous ses amis de son amour passionné pour la comtesse et du récit circonstancié des bontés que jadis elle avait pour lui. Dans les commencements, il ajoutait qu'avec le comte N, elle se perdait, et qu'une telle liaison la déshonorait.
Le fait est que la comtesse n'avait aucune sorte d'amour pour le comte N, et c'est ce qu'elle lui déclara quand elle fut tout à fait sûre du désespoir de Limercati. Le comte, qui avait de l'usage, la pria de ne point divulguer la triste vérité dont elle lui faisait confidence. « Si vous avez l'extrême indulgence, ajouta-t-il, de continuer à me recevoir avec toutes les distinctions extérieures accordées à l'amant régnant, je trouverai peut-être une place convenable. » Après cette déclaration héroïque, la comtesse ne voulut plus des chevaux ni de la loge du comte N. Mais depuis 15 ans, elle était accoutumée à la vie la plus élégante. Elle eut à résoudre ce problème difficile, ou pour mieux dire impossible, vivre à Milan avec une pension de 1500 francs. Elle quitta son palais, loua 2 chambres à un 5e étage, renvoya tous ses gens et jusqu'à sa femme de chambre, remplacée par une pauvre vieille faisant des ménages. Ce sacrifice était dans le fait moins héroïque et moins pénible qu'il ne nous semble. À Milan, la pauvreté n'est pas un ridicule, et partant ne se montre pas aux âmes effrayées comme le pire des maux. Après quelques mois de cette pauvreté noble, assiégée par les lettres continuelles de Limercati et même du comte N, qui lui aussi voulait l'épouser, il arriva que le marquis del Dongo, ordinairement d'une avarice exécrable, vint à penser que ses ennemis pourraient bien triompher de la misère de sa sœur. Quoi, une del Dongo, être réduite à vivre avec la pension que la cour de Vienne, dont il avait tant à se plaindre, accorde aux veuves de ses généraux? Il lui écrivit qu'un appartement et un traitement digne de sa sœur l'attendaient au château de Grianta. L'âme mobile de la comtesse embrassa avec enthousiasme l'idée de ce nouveau genre de vie. Il y avait 20 ans qu'elle n'avait pas habité ce château vénérable s'élevant majestueusement au milieu des vieux châtaigniers plantés du temps des Sforcés. Là, se disait-elle, je trouverai le repos et, à mon âge, n'est-ce pas le bonheur? Comme elle avait 31 ans, elle se croyait arrivée au moment de la retraite. Sur ce lac sublime où je suis née, m'attend enfin une vie heureuse et paisible. Je ne sais si elle se trompait, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que cette âme passionnée, qui venait de refuser si lestement l'offre de 2 immenses fortunes, apporta le bonheur au château de Grianta. Ses 2 nièces étaient folles de joie. « Tu m'as rendu les beaux jours de la jeunesse, » lui disait la marquise en l'embrassant. « La veille de ton arrivée, j'avais 100 ans. » La comtesse se mit à revoir avec Fabrice tous ces lieux enchanteurs voisins de Grianta et si célébrés par les voyageurs. La villa Melzi de l'autre côté du lac, vis-à-vis le château, et qui lui sert de point de vue au-dessus le bois sacré des Sfondrata, et le hardi promontoire qui sépare les 2 branches du lac, celle de Côme, si voluptueuse, et celle qui court vers l'Écho, pleine de sévérité. Aspect sublime et gracieux que le site le plus renommé du monde, la baie de Naples, égale, mais ne surpasse point. C'était avec ravissement que la comtesse retrouvait les souvenirs de sa première jeunesse et les comparait à ses sensations actuelles. Le lac de Côme, se disait-elle, n'est point environné, comme le lac de Genève, de grandes pièces de terre bien closes et cultivées selon les meilleures méthodes, chose qui rappelle l'argent et la spéculation. Ici, de tous côtés, je vois des collines d'inégale hauteur couvertes de bouquets d'arbres plantés par le hasard et que la main de l'homme n'a point encore gâtés et forcés à rendre du revenu. Au milieu de ces collines aux formes admirables et se précipitant vers le lac par des pentes si singulières, je puis garder toutes les illusions des descriptions du Tasse et de l'Arioste. Tout est noble et tendre, tout parle d'amour, rien ne rappelle les laideurs de la civilisation. Les villages situés à mi-côte sont cachés par de grands arbres, et au-dessus des sommets des arbres s'élève l'architecture charmante de leurs jolis clochers. Si quelque petit champ de 50 pas de large vient interrompre de temps à autre les bouquets de châtaigniers et de cerisiers sauvages,
L'œil satisfait y voit croître des plantes plus vigoureuses et plus heureuses là qu'ailleurs. Par-delà ces collines, dont le faîte offre des ermitages qu'on voudrait tous habiter, l'œil étonné aperçoit les pics des Alpes, toujours couverts de neige, et leur austérité sévère lui rappelle des malheurs de la vie ce qu'il en faut pour accroître la volupté présente. L'imagination est touchée par le son lointain de la cloche de quelques petits villages cachés sous les arbres. Ces sons, portés sur les eaux qui les adoucissent, prennent une teinte de douce mélancolie et de résignation, et semblent dire à l'homme « La vie s'enfuit, ne te montre donc point si difficile envers le bonheur qui se présente. Hâte-toi de jouir. » Le langage de ces lieux ravissants, et qui n'ont point de pareil au monde, rendit à la comtesse son cœur de 16 ans. Elle ne concevait pas comment elle avait pu passer tant d'années sans revoir le lac. « Est-ce donc au commencement de la vieillesse, se disait-elle, que le bonheur se serait réfugié ?» Elle acheta une barque que Fabrice, la marquise et elle ornèrent de leurs mains, car on manquait d'argent pour tout, au milieu de l'état de maison le plus splendide. Depuis sa disgrâce, le marquis d'El Dongo avait redoublé de faste aristocratique. Par exemple, pour gagner 10 pas de terrain sur le lac, près de la fameuse allée de platanes, à côté de la Cadenabia, il faisait construire une digue dont le devis allait à 80 000 francs. À l'extrémité de la digue, on voyait s'élever sur les dessins du fameux marquis Cagnola une chapelle bâtie tout entière en blocs de granit énormes, et, dans la chapelle, Marchesi, le sculpteur à la mode de Milan, lui bâtissait un tombeau sur lequel des bas-reliefs nombreux devaient représenter les belles actions de ses ancêtres. Le frère aîné de Fabrice, le marchesine Ascagne, voulut se mettre des promenades de ces dames, mais sa tante jetait de l'eau sur ses cheveux poudrés et avait tous les jours quelque nouvelle niche à lancer à sa gravité. Enfin, il délivra de l'aspect de sa grosse figure blafarde la joyeuse troupe qui n'osait rire en sa présence. On pensait qu'il était l'espion du marquis, son père, et il fallait ménager ce despote sévère et toujours furieux depuis sa démission forcée. Ascagne jura de se venger de Fabrice. Il y eut une tempête où l'on courut des dangers. Quoiqu'on eût infiniment peu d'argent, on paya généreusement les 2 bateliers pour qu'ils ne dissent rien au marquis, qui déjà témoignait beaucoup d'humeur de ce qu'on emmenait ses 2 filles. On rencontra une seconde tempête. Elles sont terribles et imprévues sur ce beau lac. Des rafales de vent sortent à l'improviste de 2 gorges de montagnes placées dans des directions opposées et luttent sur les eaux. La comtesse voulut débarquer au milieu de l'ouragan et des coups de tonnerre. Elle prétendait que, placée sur un rocher isolé au milieu du lac, et grand comme une petite chambre, elle aurait un spectacle singulier. Elle se verrait assiégée de toutes parts par des vagues furieuses, mais, en sautant de la barque, elle tomba dans l'eau. Fabrice se jeta après elle pour la sauver, et tous 2 furent entraînés assez loin. Sans doute, il n'est pas beau de se noyer, mais l'ennui, tout étonné, était banni du château féodal. La comtesse s'était passionnée pour le caractère primitif et pour l'astrologie de l'abbé Blanes. Le peu d'argent qui lui restait après l'acquisition de la barque avait été employé à acheter un petit télescope de rencontre, et presque tous les soirs, avec ses nièces et Fabrice, elle allait s'établir sur la plate-forme d'une des tours gothiques du château. Fabrice était le savant de la troupe, et l'on passait là plusieurs heures fort gaiement, loin des espions. Il faut avouer qu'il y avait des journées où la comtesse n'adressait la parole à personne. On la voyait se promener sous les hauts châtaigniers, plongée dans de sombres rêveries. Elle avait trop d'esprit pour ne pas sentir parfois l'ennui qu'il y a à ne pas échanger ses idées. Mais le lendemain, elle riait comme la veille. C'étaient les doléances de la marquise, sa belle-sœur, qui produisaient ces impressions sombres sur cette âme naturellement si agissante. « Passerons-nous donc ce qui nous reste de jeunesse dans ce triste château ?» s'écriait la marquise. Avant l'arrivée de la comtesse, elle n'avait pas même le courage d'avoir de ses regrets.
l'ont vécu ainsi pendant l'hiver de 1814 à 1815. 2 fois, malgré sa pauvreté, la comtesse vint passer quelques jours à Milan. Il s'agissait de voir un ballet sublime de Vigano, donné au théâtre de la Scala, et le marquis ne défendait point à sa femme d'accompagner sa belle-sœur. On allait toucher les quartiers de la petite pension, et c'était la pauvre veuve du général cisalpin qui prêtait quelques sequins à la richissime marquise del Dongo. Ces parties étaient charmantes. On invitait à dîner de vieux amis, et l'on se consolait en riant de tout, comme de vrais enfants. Cette gaieté italienne, pleine de brio et d'imprévus, faisait oublier la tristesse sombre que les regards du marquis et de son fils aîné répandaient autour d'eux à Agrianta. Fabrice, à peine âgé de 16 ans, représentait fort bien le chef de la maison. Le 7 mars 1815, les dames étaient de retour, depuis l'avant-veille, d'un charmant petit voyage de Milan. Elles se promenaient dans la belle allée de platanes récemment prolongée sur l'extrême bord du lac. Une barque parut, venant du côté de Côme, et fit des signes singuliers. Un agent du marquis sauta sur la digue. Napoléon venait de débarquer au golfe de Juan. L'Europe eut la bonhomie d'être surprise de cet événement, qui ne surprit point le marquis del Dongo. Il écrivit à son souverain une lettre pleine d'effusion de cœur. Il lui offrait ses talents et plusieurs millions, et lui répétait que ses ministres étaient des Jacobins, d'accord avec les meneurs de Paris. Le 8 mars, à 6 heures du matin, le marquis, revêtu de ses insignes, se faisait dicter, par son fils aîné, le brouillon d'une 3e dépêche politique. Il s'occupait avec gravité à la transcrire de sa belle écriture soignée sur du papier portant en filigrane l'effigie du souverain. Au même instant, Fabrice se faisait annoncer chez la comtesse Pietranera. « Je pars, lui dit-il. Je vais rejoindre l'empereur, qui est aussi roi d'Italie. Il avait tant d'amitié pour ton mari. Je passe par la Suisse. Cette nuit, à Menaggio, mon ami Vasi, le marchand de baromètres, m'a donné son passeport. Maintenant, donne-moi quelques Napoléons, car je n'en ai que 2 à moi. Mais, s'il le faut, j'irai à pied. » La comtesse pleurait de joie et d'angoisse. « Grand Dieu, pourquoi faut-il que cette idée te soit venue ?» s'écriait-elle en saisissant les mains de Fabrice. Elle se leva et alla prendre dans l'armoire au linge, où elle était soigneusement cachée, une petite bourse ornée de perles. C'était tout ce qu'elle possédait au monde. « Prends, dit-elle à Fabrice. Mais, au nom de Dieu, ne te fais pas tuer. Que restera-t-il à ta malheureuse mère et à moi si tu nous manques? Quant au succès de Napoléon, il est impossible, mon pauvre ami. Nos messieurs sauront bien le faire périr. N'as-tu pas entendu, il y a 8 jours, à Milan, l'histoire des 23 projets d'assassinat, tous si bien combinés et auxquels il n'échappa que par miracle? Et alors il était tout-puissant. Et tu as vu que ce n'est pas la volonté de le perdre qui manque à nos ennemis. La France n'était plus rien depuis son départ. C'était avec l'accent de l'émotion la plus vive que la comtesse parlait à Fabrice des futures destinées de Napoléon. En te permettant d'aller le rejoindre, je lui sacrifie ce que j'ai de plus cher au monde, disait-elle. Les yeux de Fabrice se mouillèrent. Il répandit des larmes en embrassant la comtesse, mais sa résolution de partir ne fut pas un instant ébranlée. Il expliquait avec effusion à cet ami si cher toutes les raisons qui le déterminaient et que nous prenons la liberté de trouver bien plaisantes. Hier soir, il était 6 heures moins 7 minutes, nous nous promenions, comme tu sais, sur le bord du lac, dans l'allée de platanes, au-dessous de la Casa Somariva, et nous marchions vers le sud. Là, pour la première fois, j'ai remarqué au loin le bateau qui venait de Côme, porteur d'une si grande nouvelle. Comme je regardais ce bateau sans songer à l'empereur, et seulement enviant le sort de ceux qui peuvent voyager,
Tout à coup j'ai été saisi d'une émotion profonde. Le bateau a pris terre, l'agent a parlé bas à mon père, qui a changé de couleur, et nous a pris à part pour nous annoncer la terrible nouvelle. Je me tournai vers le lac sans autre but que de cacher les larmes de joie dont mes yeux étaient inondés. Tout à coup, à une hauteur immense et à ma droite, j'ai vu un aigle, l'oiseau de Napoléon. Il volait majestueusement, se dirigeant vers la Suisse, et par conséquent vers Paris. Et moi aussi, me suis-je dit à l'instant. Je traverserai la Suisse avec la rapidité de l'aigle, et j'irai offrir à ce grand homme bien peu de choses, mais enfin tout ce que je puis offrir, le secours de mon faible bras. Il voulut nous donner une patrie, et il aima mon oncle. À l'instant, quand je voyais encore l'aigle, par un effet singulier, mes larmes se sont taries. Et la preuve que cette idée vient d'en haut, c'est qu'au même moment, sans discuter, j'ai pris ma résolution, et j'ai vu les moyens d'exécuter ce voyage. En un clin d'œil, toutes les tristesses qui, comme tu sais, empoisonnent ma vie, surtout les dimanches, ont été comme enlevées par un souffle divin. J'ai vu cette grande image de l'Italie se relever de la fange où les Allemands la retiennent plongée. Elle étendait ses bras meurtris et encore à demi chargés de chaînes vers son roi et son libérateur. Et moi, me suis-je dit, fils encore inconnu de cette mère malheureuse, je partirai, j'irai mourir ou vaincre avec cet homme marqué par le destin et qui voulut nous laver du mépris que nous jettent même les plus esclaves et les plus vils parmi les habitants de l'Europe. Tu sais, ajouta-t-il à voix basse en se rapprochant de la comtesse, et fixant sur elle ses yeux d'où jaillissaient des flammes. Tu sais, ce jeune marronnier que ma mère, l'hiver de ma naissance, planta elle-même au bord de la grande fontaine dans notre forêt, à 2 lieues d'ici. Avant de rien faire, j'ai voulu l'aller visiter. Le printemps n'est pas trop avancé, me disais-je. Eh bien, si mon arbre a des feuilles, ce sera un signe pour moi. Moi aussi, je dois sortir de l'état de torpeur où je languis dans ce triste et froid château. Ne trouves-tu pas que ces vieux murs noircis, symboles maintenant et autrefois moyens du despotisme, sont une véritable image du triste hiver ? Ils sont pour moi ce que l'hiver est pour mon arbre. Le croirais-tu, Gina ? Hier soir, à 7h30, j'arrivais à mon marronnier. Il avait des feuilles, de jolies petites feuilles déjà assez grandes. Je les baisais sans leur faire de mal. J'ai bêché la terre avec respect alentour de l'arbre chéri. Aussitôt, rempli d'un transport nouveau, j'ai traversé la montagne. Je suis arrivé à Menaggio. Il me fallait un passeport pour entrer en Suisse. Le temps avait volé. Il était déjà 1h du matin quand je me suis vu à la porte de Vasy. Je pensais devoir frapper longtemps pour le réveiller, mais il était debout avec 3 de ses amis. À mon premier mot, « Tu vas rejoindre Napoléon » s'est-il écrié, et il m'a sauté au cou. Les autres aussi m'ont embrassé avec transport. « Pourquoi suis-je mariée » disait l'un d'eux. Madame Pietranera était devenue pensive. Elle crut devoir présenter quelques objections. Si Fabrice eût eu la moindre expérience, il eût bien vu que la comtesse elle-même ne croyait pas aux bonnes raisons qu'elle se hâtait de lui donner. Mais, à défaut d'expérience, il avait de la résolution. Il ne daigna pas même écouter ses raisons. La comtesse se réduisit bientôt à obtenir de lui que, du moins, il fît part de son projet à sa mère. « Elle le dira à mes sœurs, et ces femmes me trahiront à leur insu !» s'écria Fabrice avec une sorte de hauteur héroïque. « Parlez donc avec plus de respect, » dit la comtesse, souriant au milieu de ses larmes. « Du sexe qui fera votre fortune. Car vous déplairez toujours aux hommes, vous avez trop de feu pour les âmes prosaïques. » La marquise fondit en larmes en apprenant l'étrange projet de son fils. Elle n'en sentait pas l'héroïsme et fit tout son possible pour le retenir. Quand elle fut convaincue que rien au monde, excepté les murs d'une prison, ne pourrait l'empêcher de partir,
Elle lui remit le peu d'argent qu'elle possédait. Puis, elle se souvint qu'elle avait depuis la veille 8 ou 10 petits diamants, valant peut-être 10 000 francs, que le marquis lui avait confiés pour les faire monter à Milan. Les sœurs de Fabrice entrèrent chez leur mère, tandis que la comtesse cousait ses diamants dans l'habit de voyage de notre héros. Il rendait à ces pauvres femmes leur chétif Napoléon. Ses sœurs furent tellement enthousiasmées de son projet, elles l'embrassaient avec une joie si bruyante qu'il prit à la main quelques diamants qui restaient encore à cacher et voulut partir sur le champ. « Vous me trahiriez à votre insu, dit-il à ses sœurs. Puisque j'ai tant d'argent, il est inutile d'emporter des hardes. On en trouve partout. » Il embrassa ces personnes qui lui étaient si chères et partit à l'instant même, sans vouloir rentrer dans sa chambre. Il marcha si vite, craignant toujours d'être poursuivi par des gens à cheval, que le soir même, il entrait à Lugano. Grâce à Dieu, il était dans une ville suisse et ne craignait plus d'être violenté sur la route solitaire par des gendarmes payés par son père. De ce lieu, il lui écrivit une belle lettre, faiblesse d'enfant, qui donna de la consistance à la colère du marquis. Fabrice prit la poste, passa le Saint-Gothard. Son voyage fut rapide et il entra en France par Pontarlier. L'empereur était à Paris. Là commencèrent les malheurs de Fabrice. Il était parti dans la ferme intention de parler à l'empereur. Jamais il ne lui était venu à l'esprit que ce fût chose difficile. À Milan, 10 fois par jour, il voyait le prince Eugène et eût pu lui adresser la parole. À Paris, tous les matins, il allait dans la cour du château des Tuileries assister aux revues passées par Napoléon, mais jamais il ne put approcher de l'empereur. Notre héros croyait tous les Français profondément émus, comme lui, de l'extrême danger que courait la patrie. À la table de l'hôtel où il était descendu, il ne fit point mystère de ses projets et de son dévouement. Il trouva des jeunes gens d'une douceur aimable, encore plus enthousiastes que lui, et qui, en peu de jours, ne manquèrent pas de lui voler tout l'argent qu'il possédait. Heureusement, par pure modestie, il n'avait pas parlé des diamants donnés par sa mère. Le matin où, à la suite d'une orgie, il se trouva décidément volé, il acheta 2 beaux chevaux, prit pour domestique un ancien soldat palefrenier du Maquignon, et, dans son mépris pour les jeunes Parisiens beaux parleurs, partit pour l'armée. Il ne savait rien, sinon qu'elle se rassemblait vers Maubeuge. À peine fut-il arrivé sur la frontière qu'il trouva ridicule de se tenir dans une maison occupée à se chauffer devant une bonne cheminée, tandis que des soldats bivouaquaient. Quoi que pût lui dire son domestique, qui ne manquait pas de bon sens, il courut se mêler imprudemment au bivouac de l'extrême frontière, sur la route de Belgique. À peine fut-il arrivé au premier bataillon placé à côté de la route, que les soldats se mirent à regarder ce jeune bourgeois, dont la mise n'avait rien qui rappelât l'uniforme. La nuit tombait, il faisait un vent froid. Fabrice s'approcha d'un feu et demanda l'hospitalité en payant. Les soldats se regardèrent étonnés, surtout de l'idée de payer, et lui accordèrent avec bonté une place au feu. Son domestique lui fit un abri. Mais 1 heure après, l'adjudant du régiment, passant à portée du bivouac, les soldats allèrent lui raconter l'arrivée de cet étranger parlant mal français. L'adjudant interrogea Fabrice, qui lui parla de son enthousiasme pour l'empereur avec un accent fort suspect. Sur quoi, ce sous-officier le pria de le suivre jusque chez le colonel, établi dans une ferme voisine. Le domestique de Fabrice s'approcha avec les 2 chevaux. Leur vue parut frapper si vivement l'adjudant sous-officier qu'aussitôt il changea de pensée et se mit à interroger aussi le domestique. Celui-ci, ancien soldat, devinant d'abord le plan de campagne de son interlocuteur, parla des protections qu'avait son maître, ajoutant que, certes, on ne lui chiperait pas ses beaux chevaux. Aussitôt, un soldat appelé par l'adjudant lui mit la main sur le collet. Un autre soldat prit soin des chevaux et, d'un air sévère, l'adjudant ordonna à Fabrice de le suivre sans répliquer.
Après lui avoir fait faire une bonne lieue à pied dans l'obscurité rendue plus profonde en apparence par le feu des bivouacs qui de toutes parts éclairaient l'horizon, l'adjudant remit Fabrice à un officier de gendarmerie qui, d'un air grave, lui demanda ses papiers. Fabrice montra son passeport, qui le qualifiait marchand de baromètre portant sa marchandise. « Sont-ils bêtes » s'écria l'officier. « C'est aussi trop fort !» Il fit des questions à notre héros qui parla de l'empereur et de la liberté dans les termes du plus vif enthousiasme. Sur quoi l'officier de gendarmerie fut saisi d'un rire fou. « Parbleu, tu n'es pas trop adroit » s'écria-t-il. « Il est un peu fort de café que l'on ose nous expédier des blancs-becs de ton espèce. » Et quoi que pût dire Fabrice, qui se tuait à expliquer qu'en effet il n'était pas marchand de baromètre, l'officier l'envoya à la prison de B, petite ville du voisinage où notre héros arriva sur les 3 heures du matin, outré de fureur et mort de fatigue. Fabrice, d'abord étonné, puis furieux, ne comprenant absolument rien à ce qui lui arrivait, passa 33 longues journées dans cette misérable prison. Il écrivait lettre sur lettre au commandant de la place, et c'était la femme du geôlier, belle flamande de 36 ans, qui se chargeait de les faire parvenir. Mais comme elle n'avait nulle envie de faire fusiller un aussi joli garçon, et que d'ailleurs il payait bien, elle ne manquait pas de jeter au feu toutes ses lettres. Le soir, fort tard, elle daignait venir écouter les doléances du prisonnier. Elle avait dit à son mari que le Blanc-bec avait de l'argent, sur quoi le prudent geôlier lui avait donné carte blanche. Elle usa de la permission et reçut quelques napoléons d'or, car l'adjudant n'avait enlevé que les chevaux, et l'officier de gendarmerie n'avait rien confisqué du tout. Une après-midi du mois de juin, Fabrice entendit une forte canonnade assez éloignée. On se battait donc enfin. Son cœur bondissait d'impatience. Il entendit aussi beaucoup de bruit dans la ville. En effet, un grand mouvement s'opérait. 3 divisions traversaient B. Quand, sur les 11 heures du soir, la femme du geôlier vint partager ses peines, Fabrice fut plus aimable encore que de coutume, puis, lui prenant les mains. « Faites-moi sortir d'ici. Je jurerai sur l'honneur de revenir dans la prison dès qu'on aura cessé de se battre. »« Bah l'hiverne que tout cela. As-tu du quibus ?» Il parut inquiet, il ne comprenait pas le mot « quibus ». La geôlière, voyant ce mouvement, jugea que les eaux étaient basses, et, au lieu de parler de Napoléon d'or, comme elle l'avait résolu, elle ne parla plus que de francs. « Écoute, lui dit-elle, si tu peux donner 100 de francs, je mettrai un double Napoléon sur chacun des yeux du caporal qui va venir relever la garde pendant la nuit. Il ne pourra te voir partir de prison, et si son régiment doit filer dans la journée, il acceptera. » Le marché fut bientôt conclu. La geôlière consentit même à cacher Fabrice dans sa chambre, d'où il pourrait plus facilement s'évader le lendemain matin. Le lendemain, avant l'aube, cette femme tout attendrie dit à Fabrice : « Mon cher petit, tu es encore bien jeune pour faire ce vilain métier. Crois-moi, n'y reviens plus. »« Mais quoi ?» répétait Fabrice. « Il est donc criminel de vouloir défendre la patrie ?»« Suffit. Rappelle-toi toujours que je t'ai sauvé la vie. Ton cas était net. Tu aurais été fusillé. Mais ne le dis à personne, car tu nous ferais perdre notre place à mon mari et à moi. Surtout, ne répète jamais ton mauvais conte d'un gentilhomme de Milan déguisé en marchand de baromètre. C'est trop bête. Écoute-moi bien. Je vais te donner les habits d'un hussard mort avant-hier dans la prison. N'ouvre la bouche que le moins possible. Mais enfin, si un maréchal des logis ou un officier t'interroge de façon à te forcer de répondre, dis que tu es resté malade chez un paysan qui t'a recueilli par charité comme tu tremblais la fièvre dans un fossé de la route. Si l'on n'est pas satisfait de cette réponse, ajoute que tu vas rejoindre ton régiment. On t'arrêtera peut-être à cause de ton accent, alors dis que tu es né en Piémont,
que tu es un conscrit resté en France l'année passée, etc. Pour la première fois, après 33 jours de fureur, Fabrice comprit le fin mot de tout ce qui lui arrivait. On le prenait pour un espion. Il raisonna avec la geôlière, qui, ce matin-là, était fort tendre, et enfin, tandis qu'armée d'une aiguille, elle rétrécissait les habits du hussard, il raconta son histoire bien clairement à cette femme étonnée. Elle y crut un instant. Il avait l'air si naïf, et il était si joli, habillé en hussard. « Puisque tu as tant de volonté pour te battre, lui dit-elle enfin à demi persuadée, il fallait donc, en arrivant à Paris, t'engager dans un régiment. En payant à boire à un maréchal des logis, ton affaire était faite. » La geôlière ajouta beaucoup de bons avis pour l'avenir, et enfin, à la petite pointe du jour, mit Fabrice hors de chez elle, après lui avoir fait jurer 100 et 100 fois que jamais il ne prononcerait son nom, quoi qu'il pût arriver. Dès que Fabrice fut sorti de la petite ville, marchant gaillardement le sabre de hussard sous le bras, il lui vint un scrupule. « Me voici, se dit-il, avec l'habit et la feuille de route d'un hussard mort en prison. Où l'avait conduit, dit-on, le vol d'une vache et de quelques couverts d'argent. J'ai pour ainsi dire succédé à son être, et cela sans le vouloir ni le prévoir en aucune manière. Gare la prison. Le présage est clair, j'aurai beaucoup à souffrir de la prison. » Il n'y avait pas une heure que Fabrice avait quitté sa bienfaitrice lorsque la pluie commença à tomber avec une telle force qu'à peine le nouvel hussard pouvait-il marcher, embarrassé par des bottes grossières qui n'étaient pas faites pour lui. Il fit rencontre d'un paysan monté sur un méchant cheval. Il acheta le cheval en s'expliquant par signes. La geôlière lui avait recommandé de parler le moins possible à cause de son accent. Ce jour-là, l'armée, qui venait de gagner la bataille de Ligny, était en pleine marche sur Bruxelles. On était à la veille de la bataille de Waterloo. Sur le midi, la pluie averse continuant toujours, Fabrice entendit le bruit du canon. Ce bonheur lui fit oublier tout à fait les affreux moments de désespoir que venait de lui donner cette prison si injuste. Il marcha jusqu'à la nuit très avancée, et comme il commençait à avoir quelque bon sens, il alla prendre son logement dans une maison de paysan fort éloignée de la route. Ce paysan pleurait et prétendait qu'on lui avait tout pris. Fabrice lui donna un écu, et il trouva de l'avoine. « Mon cheval n'est pas beau, se dit Fabrice. Mais qu'importe, il pourrait bien se trouver du goût de quelque adjudant, et il alla coucher à l'écurie à ses côtés. 1 heure avant le jour, le lendemain, Fabrice était sur la route, et, à force de caresses, il était parvenu à faire prendre le trot à son cheval. Sur les 5 heures, il entendit la canonnade. C'étaient les préliminaires de Waterloo. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié, merci de liker, de mettre un commentaire, de vous abonner ou partager. À bientôt pour la suite.